bienvenue dans Encore Elle, le podcast où les voix féminines se racontent, se confient et s'élèvent. Je suis Juliana Kofi, votre hôte, et aujourd'hui on va parler de pouvoir, de corps, d'âge et de renaissance. Parce que si le monde adore mettre des étiquettes sur les femmes, ici on les arrache une à une, avec douceur mais fermeté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Femanda, une femme lumineuse, passionnée par le yoga et le bien-être. À travers sa pratique, elle invite chaque femme à retrouver l'équilibre entre le corps, le souffle et l'esprit. Femanda croit que la paix intérieure se cultive comme un jardin, avec patience, douceur et écoute de soi. Avec elle, on va parler de féminité, de spiritualité, mais aussi de ces pressions invisibles qui pèsent sur le corps et l'âge des femmes. Hello Femanda! Hello Juliana! Plaisir de te recevoir dans Encore Elle. Alors, d'entrée de jeu, comment as-tu découvert le yoga? À vrai dire, le yoga, je l'ai rencontré quand j'étais aux études. Je devais avoir tout juste 20 ans, ou peut-être même 18. J'étais dans des études en tant que chef d'orchestre, auteur, compositeur, interprète jazz. Oui. Et c'était la cata. J'étais stressée, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, je mangeais que du junky food. Et j'ai une copine ou Lucien, oui, c'est l'aide pédagogique, je sais plus, qui m'a conseillé d'aller essayer ces cours de yoga pour pouvoir me calmer un peu, quoi. Faut dire aussi que j'étais la seule noire dans mon école. Ici, tu sais bien, au Québec, en Amérique, il n'y a pas de métissage. Tu es noir ou tu es blanc. Donc, c'était assez difficile pour moi de trouver mes repères. J'étais seule à Montréal à cet âge-là. Je suis arrivée à Montréal à mes 17 ans, jusqu'à mes 27 ans, pour faire mes études. Et j'adorais ce que je faisais, alors je m'accrochais vraiment à tout mon art. Et c'est en entrant dans ce cours de yoga où j'ai vu une dame qui devait avoir 50 ans, capable de faire des prouesses que moi, je n'étais juste pas capable du tout de faire. Et je me suis dit, écoute, du haut de tes 20 ans, tu ne peux pas te plier en 2, elle se plie en 5. Okay. Il faudrait peut-être remédier à ça. J'ai donc participé à son cours. Et physique d'abord, et elle m'a parlé très vite du prana yoga et du yoga des sons, étant donné que je suis chanteuse à la base. Elle m'a dit que ça pouvait vraiment plus m'aider. En effet, ça a été beaucoup plus naturel pour moi. J'ai embrassé ces 2 types de yoga. Prana yoga, c'est le yoga de la respiration. Ça m'a aidé dans mon travail avec mon instrument en tant qu'interprète. Et yoga des sons, évidemment, j'utilisais les sons autrement. Ça m'a permis de savoir et de réaliser à quel point les sons étaient puissants et de les intégrer dans mes interprétations sur scène lorsque je faisais des sons parce que c'est du jazz que je pratique. Okay. Donc, les improvisations jazz étaient pour moi vraiment des révélations et des médications. Et j'avais vraiment l'impression de non moi seulement me guérir en interprétant, mais aussi avoir un certain moyen de toucher les autres par ma voix. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pratiqué le yoga parallèlement avec mes études. J'ai fait un burn-out avec la scène parce que autour des années 2008 à 2009, j'étais quand même assez présente sur la scène montréalaise. Et j'ai fait un burn-out. J'ai eu une agression qui m'a complètement tourné la tête et j'ai décidé d'arrêter la scène et j'ai embrassé à 2000% le yoga. J'ai fait ma formation en 2009 et voilà. Ensuite, j'ai fait mon doctorat pour pouvoir aller en Afrique pour faire une étude comparative du jazz. Et c'est une équivalence du doctorat, on s'entend, on fait ça plus court là. Étude comparative entre le jazz et la musique malinké. C'est là que j'ai rencontré au Mali, comment s'appelle-t-elle déjà? Elle est décédée en 2015, paix à son âme. Bako Dagnon. Bako Dagnon, oui, avec des titres à succès tels que Titati. Mais c'est l'une des dernières chanteuses mandingues griottes qui ne se déteint pas. Donc, j'ai rencontré Bako Dagnon. Et après, au Mali, j'ai fait de la scène et j'ai décidé d'ouvrir mon centre de yoga que j'ai tenu jusqu'en 2020 à Bamako. Oui. Alors, Femanda, beaucoup voient le yoga comme une simple activité physique. Toi, tu en fais une philosophie de vie. Comment expliques-tu cette dimension plus profonde que toi tu as, cette relation plus profonde que toi tu as
avec cette À vrai activité? dire, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on comprend, c'est vraiment du marketing. L'idée, c'est de montrer la capacité, la prouesse physique pour attirer le client. Purement marketing. Et c'est ce qui s'est passé quand le yoga a quitté l'Inde pour arriver en Amérique. Elle a séduit la gente féminine qui était à la maison et qui, entre guillemets, s'emmerdait. À la base, le yoga est absolument fait pour les hommes. C'est interdit, c'était du moins interdit aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on sous-entendait que les femmes avaient déjà ces trésors d'acquis Oui. dans leur introspection, dans Mm. leur manière de voir les choses. Mm. Mais l'industrialisation a changé la gente féminine qui a été obligée de devenir beaucoup plus structurelle, beaucoup plus portée sur l'extérieur. Et donc, le yoga a été transposé en Amérique justement pour aller soutenir et aider la gente féminine qui était devenue quelque peu plus masculine au début des années 1960. Donc, ce qu'on voit, c'est que du marketing. C'est que du marketing pour attirer. Quand on est sur le tapis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va aller placer un alignement entre ton corps physique à travers le repositionnement de ton ossature sur tes articulations. Et ça va engendrer une tonification et un assouplissement de tes tissus musculaires et une réparation de tes autres tissus nerveux, lymphatiques, etc. Donc, quand tu travailles sur ton corps physique comme ça, c'est sûr que c'est touché, ça te fait travailler l'acceptation, ça te fait travailler l'endurance, ça te fait travailler ta force, ça te fait travailler ta souplesse. Et il est dit en yoga que chaque asana est propre à chaque personne. C'est-à-dire, toi, Juliana, quand tu vas faire un asana, jamais ça va ressembler au mien parce qu'on n'a pas le même corps et on n'a pas le même vécu. Il est dit en yoga, dans le vrai yoga, que chaque événement de notre vie va aller se placer quelque part dans notre corps et c'est ça qui va créer ou définir notre corps physique. Ce qui fait qu'on peut, si on a vécu de manière malaisante, avec beaucoup de difficultés à intégrer les éléments de la vie, parce que la vie n'est juste pas facile ni simple, mais si on y va avec amertume, regret et colère, on va avoir un corps qui va être fatigué physiquement ou malade. Et lorsqu'on arrive à avoir une approche beaucoup plus dans l'acceptation, dans la joie, dans le fait de dire la vie elle est comme ça et moi je passe au travers, de résilience, on va avoir un corps plus fort, plus solide et plus sain. Donc quand on travaille sur le tapis et qu'on aligne notre corps sur nos ossatures, avec notre ossature sur nos articulations pour solidifier, tonifier et assouplir nos tissus, il est dit qu'on va aller parallèlement travailler sur l'expérience de ces tissus-là en façonnant notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps psychique. Et ces différents corps-là, ils s'interagissent ensemble. Donc, quand tu travailles avec un psychologue sur ton corps physique, force, ton corps psychique, si tu bouges pas en même temps, c'est caduque parce que ça va juste rester dans le corps physique et psychique. Le yoga a cette particularité ou toute autre activité tai chi qui t'apporte à avoir une certaine conscience sur ce que tu fais dans le moment et à placer une intention. Ces pratiques-là qui sont présentes dans toutes les traditions, et j'inclus l'Afrique, c'est juste que les nôtres n'ont pas été écrites, suggère que le travail qui est fait en conscience va avoir un état de transmutation et de transformation sur toutes les sphères de la vie de l'individu. Le thème de cet épisode fait mon dame, c'est « La femme a-t-elle une date de péremption ?» Comment résonne cette question en toi? La femme a-t-elle une date de péremption? Waouh! Bon, moi, par rapport à l'âge, je pense que c'est juste encore du marketing. L'âge de la femme, les femmes ménopausées devraient être tous des queens à qui on demande leur intuition, parce que être ménopausée, c'est un passage. Il y a plusieurs niveaux d'évolution chez l'humain. Mais on a construit des sociétés, nos sociétés datent il n'y a pas plus de 200 ans, là, même pas, 150 ans. C'est petit, on a même nos sociétés modernes actuelles, on a oublié les empereurs, on a oublié toutes nos traditions anciennes et on se cale sur un entendement tellement jeune pour définir les dates de péremption. Et si on ouvre notre esprit, on peut voir que les femmes avant étaient utilisées
pour autre chose que chercher à être un égal des hommes. Les femmes, avant et dans toutes les traditions, étaient marginalisées. Mais pour une chose commune, c'est leur force d'instinct qui a toujours fait très peur aux hommes. Et si on va dans les traditions beaucoup plus lointaines, où il y avait un peu plus d'équilibre, je pense, et beaucoup moins de gens sur la planète pour créer un peu ce désordre-là, les femmes arrivées à la ménopause étaient des queens parce que leur expérience, le fait qu'elles aient eu à enfanter, et c'est à la ménopause qu'on sait qu'une femme, elle a fini ses lunes, elle est une armoire de savoir et de ressenti. Penses-tu que les femmes subissent une pression sociale particulière liée à leur âge, leur apparence, leur statut? Les femmes subissent une pression sociale, oui, particulière liée à leur âge, oui, leur apparence ou leur statut, absolument, parce que je pense qu'on est, en tant que société internationalement parlant, beaucoup porté sur l'extérieur et que chaque individu est porté sur l'extérieur. Donc, si tu regardes les tétés d'une femme de 20 ans, sérieux, c'est plus sexy que les tétés d'une femme de 40. Mais si ce n'est que ça que tu regardes, bien sûr que la valeur est mise sur la jeunesse. Mais quand tu regardes tout ce que les femmes ont la capacité de faire et que, entre guillemets, malheureusement, à cause de la course au féminisme, je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas contre. Mais il y a une direction que le féminisme a eue et qui je trouve dommage, ça a été de vouloir être l'égal des hommes, au lieu de revendiquer notre unicité féminine, nos besoins